Croissant fertile, Mésopotamie, Sumer, Babylone, Nabuchodonosor, tous ces noms résonnent d'une lointaine connaissance dans nos têtes. Mais quelle est leur relation avec les cartes et la géopolitique? Vous allez comprendre. Voici la région qui nous intéresse aujourd'hui. Elle s'étend à l'est du Nil et du Jourdain, au centre dans les monts du Taurus, où naissent ces deux fleuves essentiels que sont le Tigre et l'Euphrate, avant de se jeter au sud, en basse Mésopotamie, dans les eaux du golfe Persique. C'est cela ce qu'on appelle dans l'Antiquité le croissant fertile. C'est cette présence abondante de l'eau qui va contribuer, vers 9000 avant Jésus-Christ, au développement de civilisations en basse Mésopotamie. Si on fait un peu d'étymologie, on peut se souvenir que Mésos, cela veut dire milieu, et Potamos, cela veut dire fleuve en grec. Donc, voici le pays entre les fleuves. C'est pour cela d'ailleurs que les peuples arabes, bien plus tard, nommeront la région Al-Irak, le rivage. Avec la présence de cette eau abondante apparaît l'agriculture, puis les premiers réseaux d'irrigation. Et avec l'agriculture, les populations peuvent devenir sédentaires. Et cette sédentarisation possible aide les hommes à fonder les premières cités-États. C'est aussi dans cette région qu'apparaît sans doute la première forme d'écriture, l'écriture cunéiforme. Ces écritures, notamment des documents comptables, ont été trouvées à Babylone vers le milieu du XIXe siècle. L'ancienne Babylone est située à quelques 90 km de la Bagdad d'aujourd'hui. Babylone a été une ville commerçante puissante. L'empire babylonien s'est étendu très à l'ouest, sous le règne du roi Nabuchodonosor. C'est un nom qui vous est peut-être familier. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes en Irak. Et je voulais vous faire apparaître, non pas la chronologie, mais la grande profondeur historique de cette région, croissant fertile, Mésopotamie, Babylone, richesse en eau, début de l'écriture, début de l'agriculture. Pourtant, depuis plus d'une décennie, on ne fait écho à ce pays que pour parler de la guerre, évoquer un régime de dictature, des Irakiens rendus misérables par ce régime et par l'embargo appliqué depuis la guerre du Golfe de 1990. Alors aujourd'hui, l'Irak est un pays qui fait 435 000 km². On y repère le Tigre et l'Euphrate. Bagdad est la capitale. Le pays est peuplé de 23 millions d'habitants, avec le peuple kurde au nord du pays. Les Kurdes représentent environ 17% de la population irakienne. Ce ne sont pas des Turcs ni des Arabes. Les Arabes divisés en deux groupes. Les Arabes sunnites au centre du pays, soit environ 20% de la population, avec en particulier le clan des Takriti de la région de Tikrit, ville et clan d'origine de Saddam Hussein. Les Arabes dits des Marais au sud-est, proche de l'Iran. Ce sont des musulmans chiites, soit 60% de la population irakienne. On oublie souvent que c'est ici, à Kerbala, qu'est né le chiisme, et là, c'est un lieu de pèlerinage pour les chiites d'aujourd'hui. Notons enfin la présence de quelques 3% d'Arabes chrétiens. L'Irak détient environ 10% des réserves mondiales du pétrole. On peut, avec la carte, localiser les principales nappes. Elles sont au nord du pays, près de Mossoul et Kirkouk, au sud, avec des nappes proches de la frontière du Koweït. Et en 1989, avant la guerre du Golfe, l'Irak était le 3e producteur mondial de pétrole. Depuis la fin de cette guerre du Golfe, l'Irak est sous embargo et le pays est découpé en une zone d'exclusion aérienne au nord du 36e parallèle et une autre au sud du 33e parallèle. Ce sont deux zones où patrouillent et que parfois bombardent les avions britanniques et américains en mission pour l'ONU afin d'affaiblir le potentiel d'armement de l'Irak. Ce sont les no-fly zones que les appareils irakiens n'ont pas le droit de survoler. La superposition des cartes va nous révéler que la localisation des no-fly zones du Nord correspond à peu près à la localisation des populations des Kurdes d'Irak. Ce n'est pas une coïncidence. Je vous rappelle que le régime de Saddam Hussein a employé, contre une révolte kurde, des gaz chimiques en 1988 à Halabja. La no-fly zone du Nord vise donc à protéger la zone kurde d'Irak. La no-fly zone du Sud, imposée par les Nations Unies, correspond à la localisation des Arabes chiites des Marais, proches du Chott el-Arab, le long de la frontière de l'Iran.
Ils s'étaient révoltés eux aussi contre le pouvoir sunnite à la fin de la guerre du Golfe. Conséquence, l'État irakien, et c'est bien le but, n'a qu'une maîtrise limitée de sa souveraineté. Quelle est la situation dans la région? Quelles peuvent être les implications régionales d'une intervention militaire contre l'Irak? La Turquie est réticente à une intervention. Comme membre de l'OTAN, elle a été un porte-avions américain lors de la guerre du Golfe. Elle redoute les réactions au Kurdistan. Le Koweït a peu voix au chapitre. Le pays s'est vu libéré en 1991 de l'invasion irakienne par la coalition arabo-occidentale. Le pays accueille du prépositionnement de matériel. L'Iran, en cas de changement de régime en Irak, se retrouverait comme encadré à l'est par un régime désormais pro-américain à Kaboul et à l'ouest par l'Irak. Donc plus facile à infiltrer, mais peut-être aussi à stabiliser. N'oublions pas que c'est l'Irak qui a déclaré la guerre à l'Iran en septembre 1980. La Syrie se trouverait plus directement sous pression américaine, tant pour faire évoluer la situation au Liban qu'en Palestine, donc en Israël. La Jordanie, maintenant, rappelons-le, elle a signé un traité de paix avec Israël en 1994. Le pays a une importante population palestinienne acquise à l'Irak. La Jordanie pourrait donc être une tête de pont pour l'offensive américaine, mais aussi, au contraire, le théâtre d'une contre-offensive irakienne. Maintenant, l'Arabie saoudite. Un succès américain en Irak, cela veut dire avant tout une moindre dépendance des États-Unis vis-à-vis des réserves saoudiennes de pétrole. Alors cela explique sans doute la vive opposition de Riyad à toute attaque contre Bagdad. On repère là les prépositionnements militaires américains au Moyen-Orient fin 2002. Alors pourquoi se relancer dans une guerre contre l'Irak? Tentons d'établir deux argumentaires. L'un, il faut faire la guerre, l'autre, il ne faut pas faire la guerre. D'abord, l'argumentaire pour. Depuis 1998, l'État irakien ne veut plus se conformer aux résolutions des Nations Unies, dont certaines prévoient des visites des usines d'armement chimiques, biologiques, par des inspecteurs assermentés. Pourquoi ce refus de la transparence? À l'heure de la lutte contre le terrorisme, l'inquiétude devant ce refus, évidemment, est légitime. N'oublions pas que l'Irak est un État qui a déjà déclaré 2 fois la guerre, à l'Iran, le 22 septembre 1980, au Koweït, le 3 août 1990. L'Irak a déjà utilisé ses armes chimiques et biologiques lors du premier conflit. Il les a même utilisées contre son propre peuple, les Kurdes d'Irak, provoquant la mort de quelques 4000 personnes à Halabja en 1988. Ces inquiétudes, elles ne sont pas seulement américaines, pas seulement israéliennes, elles sont aussi arabes. En 1991, la coalition contre l'Irak comptait dans ses rangs de nombreux États arabes qui souhaitaient avant tout stabilité régionale et stabilité du prix du baril de pétrole. Et puis à l'échelle du monde, on constate depuis quelques 40 ans les évolutions économiques et démocratiques en Asie, en Amérique latine. Seul le Moyen-Orient arabe est comme figé. Il y a captation du pouvoir politique par des régimes soit autocratiques, soit théocratiques. En renversant Saddam Hussein, les États-Unis calculent qu'ils vont peut-être pouvoir placer à Bagdad un régime ami, démocratique, qui puisse faire modèle dans le monde arabe. Maintenant, l'argumentaire contre. Depuis la Charte de San Francisco en 1945, l'équilibre international est fondé dans le droit sur le fait qu'un pays ne doit pas seul déclarer la guerre. C'est le principe de sécurité collective. Ce doit être une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, pas des seuls États-Unis. Et puis à qui appartient-il de dire s'il y a danger? Quels doivent être les critères d'évaluation? Établis par qui? Quelles sont les preuves? La guerre préventive ouvre la porte à toutes les dérives dans l'intervention s'il n'y a pas légitimité juridique. Il est évidemment dangereux de remplacer un ordre injuste par un ordre non moins injuste, puisqu'imposé par la force. Une telle action américaine unilatérale viendrait alimenter ce qu'il s'agit justement de réduire: la haine anti-américaine, l'accroissement du fossé nord-sud,
la confirmation de l'invasion de la maison de l'islam par les infidèles. Une nouvelle guerre au Moyen-Orient peut entraîner une déstabilisation des frontières de cette région. Cela remettrait en cause la carte établie par les traités de Sèvres et de San Remo de 1920. Et puis il n'y a pas de guerre à zéro mort, c'est un mensonge, surtout pour ceux qui sont au sol. Toute guerre s'inscrit dans un enchaînement, elle peut naturellement se retourner contre Israël, et puis on ignore tout des projections politiques pour l'après-guerre. Et alors pourquoi ne pas exposer avec clarté les plans, non pas militaires bien sûr, mais politiques? Ceci dit, la guerre commence toujours avant la guerre. Nous assistons peut-être à une grande opération de bluff, diplomatique, militaire, médiatique, pour obtenir le retour des inspecteurs de l'ONU, justement sans avoir à faire la guerre. Voilà, vous avez les deux argumentaires, maintenant, à vous de réfléchir.